Bon, bah donc rebonjour à tous. Et donc pour le septième séminaire virtuel de l'Observatoire, c'est Frédéric Vincent qui va nous parler de Gravity et EHT pour étudier l'environnement immédiat des trous noirs. Frédéric, à toi la parole. Merci beaucoup, Philippe. Alors, donc, effectivement, je vais vous parler de deux instruments, Gravity et l'Event Horizon Telescope, qui ont pour but d'étudier l'environnement des trous noirs. Et je vais commencer par m'intéresser à une question toute bête, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire essayer de résoudre l'environnement d'un trou noir? Donc, on veut faire essentiellement une image ou voir des choses bouger autour d'un trou noir. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de résolution angulaire? Donc, vous savez peut-être qu'un un trou noir, c'est… Vous voyez mon pointeur d'ailleurs? Oui, c'est bon? Vous voyez la souris? Oui, on le voit. Oui. Donc, vous savez probablement qu'un trou noir est défini par l'existence d'un horizon des événements. Donc, c'est une frontière géométrique définie par le fait qu'une particule massive ou un photon émis à l'intérieur de cet horizon des événements ne va jamais être capable d'atteindre l'extérieur. Et donc, là, ce qu'on peut définir comme la taille d'un trou noir, c'est le rayon de son horizon des événements, qui pour un trou noir sans rotation est donné par cette formule. Donc, vous voyez que c'est relativement simple, 2gm sur c carré, g c'est la constante de gravitation, m c'est la masse du trou noir et c c'est la vitesse de la lumière. Donc une fois qu'on sait ça, bah, on peut calculer très facilement la taille apparente sur le ciel, la taille angulaire occupée par ce trou noir sur le ciel d'un observateur. C'est rien d'autre que 2gm sur d fois c carré, où d c'est la distance entre l'observateur, donc pour nous la Terre, et le trou noir en question. Donc on voit qu'on a la taille de ce trou noir sur le ciel dépend de deux paramètres, la masse du trou noir et la distance, et de façon assez intuitive, plus le trou noir est massif, plus il va être gros, et plus le trou noir est proche, plus il va être gros. Donc du coup, on va être intéressé à des gros trous noirs proches de nous. C'est pour ça qu'il y a deux trous noirs qui immédiatement sortent du lot parmi les innombrables trous noirs qui existent dans l'univers. C'est Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre Voie lactée et qui fait de l'ordre de 1 million de fois la masse du Soleil. Alors ça paraît beaucoup, 1 million de fois la masse du Soleil, mais pour un trou noir situé au centre d'une galaxie, c'est relativement peu en fait. Et puis il y a un deuxième larron qui est très intéressant, c'est M87 étoile, le trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87, qui se trouve dans l'amas de la Vierge, donc qui est relativement proche de nous, hein, c'est à 15 mégaparsecs. Ça reste, disons, la banlieue au niveau des échelles de l'univers. Et ce trou noir M87, qui est donc un petit peu plus loin que Sagittarius à étoile, a le bon goût d'être très gros, lui. Il fait 1 milliard de fois la masse du Soleil. Il est en fait 1000 fois plus loin et 1000 fois plus massif que Sagittarius à étoile, le trou noir au centre de notre galaxie. Ce qui fait que ces deux objets en fait, vont avoir à peu près la même taille sur le ciel. Et alors, on parle de quel ordre de grandeur de taille? Et ben, si vous faites le calcul, 2gm sur d, c carré, par exemple pour Sagittarius à étoile, pour lequel la distance c'est 8 kg par sec, vous trouvez que l'angle, la taille angulaire sur le ciel de votre objet, de votre trou noir, c'est de l'ordre de 10 microsecondes d'angle. Alors, si cette unité vous parle, vous allez tout de suite considérer que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à atteindre. Si ça ne vous parle pas, voilà ce que c'est, 10 microsecondes d'angle. C'est la taille angulaire d'une pièce de 1 euro sur la Lune vue depuis la Terre. Ou encore, si vous préférez, c'est la taille angulaire d'un cheveu vu au sommet de la Sagrada Familia depuis Paris. Donc, ce qu'on veut faire quand on veut résoudre l'environnement d'un trou noir, c'est résoudre une pièce de 1 euro sur la Lune ou voir bouger un cheveu au sommet de la Sagrada Familia. Vous vous rendez compte de la difficulté technique énorme, évidemment, de ce genre d'observation. Alors, il se trouve que des instruments qui sont capables de faire ça existent déjà à l'heure actuelle. Il y en a deux. Tout d'abord, Gravity. Donc, Gravity, c'est ce recombinateur de faisceaux. Donc là, c'est le cryostat Gravity qui tient bien au froid le recombinateur de faisceaux, qui est le cœur de l'instrument. Qu'est-ce que c'est que Gravity? C'est un instrument qui permet donc de mélanger la lumière issue des 4 télescopes de 8 mètres qui sont représentés ici, hein, les 4 télescopes de 8 mètres du Very Large Telescope à Paranal dans le nord du Chili. Et Gravity permet d'atteindre une précision astrométrique de 30 microsecondes d'angle. Vous voyez qu'on est effectivement dans les ordres de grandeur dont il était question plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire, 30 microsecondes d'angle de précision astrométrique? Ça veut dire que si un objet, quelque chose, une étoile, du gaz, quoi que ce soit, tourne autour du trou noir en décrivant une trajectoire de plus de 30 microsecondes d'angle,
Gravity va le voir bouger. Donc, si je reprends ma comparaison du transparent précédent, Gravity voit bouger le cheveu qui est en train d'être agité par le vent à Barcelone depuis Paris. Donc, Gravity, c'est un instrument en infrarouge proche. Il observe à 2,2 microns pour être précis. Et donc, l'objectif de cet instrument, c'est de voir les mouvements des corps aux abords de Sagittarius à étoile, donc le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Le deuxième instrument qui atteint ce type d'échelle, de la dizaine de microsecondes d'angle angulaire, c'est l'Event Horizon Telescope. Alors, ce EHT, comme je vais l'appeler dans la suite, cet EHT, c'est un réseau d'antennes millimétriques. Donc, vous voyez qu'il y a à la louche une dizaine de stations qui sont réparties sur l'ensemble de la planète, une dizaine de stations millimétriques. Et la résolution de cet instrument, donc la résolution qui est donc la longueur d'onde d'observation de l'ordre de 1 mm divisée par la ligne de base, la distance entre deux télescopes, elle atteint 25 microsecondes d'angle. Donc, on est exactement dans les mêmes ordres de grandeur que Gravity. On est à quelques dizaines de microsecondes d'angle. Donc là, l'EHT, ce qu'il va permettre de faire, c'est de faire une image directement, une photographie, pour dire les choses rapidement, et de façon pas très correcte d'ailleurs, des abords soit de Sagittarius à étoile, soit de M87 étoiles, donc nos deux candidats trous noirs les plus gros angulairement sur le ciel. Donc, pour en revenir toujours à mon analogie, ce que fait le HT, c'est de faire une photo d'une pièce de 1 euro sur la Lune. Voilà, donc on a ces deux instruments, Gravity et le HT, qui ont été conçus évidemment pour arriver à cette échelle angulaire de l'ordre de la dizaine de microsecondes d'angle, qui permet d'étudier le voisinage immédiat. Alors, des trous noirs, c'est un petit peu exagéré de dire des trous noirs, c'est de deux trous noirs, pour être précis, les plus gros de l'univers sur le ciel pour un observateur terrestre, Sagittarius à étoile et M87 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'ils observent, ces instruments? Parce qu'évidemment, un trou noir en tant que tel, un trou noir isolé n'émet aucun rayonnement, si on oublie le rayonnement de Hawking. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de ces trous noirs pour émettre du rayonnement? Alors, dans cette section, je vais m'intéresser surtout au trou noir au centre de la galaxie parce que je travaille davantage sur lui, donc je connais mieux la question. Il se trouve que les environnements de Sagittarius à étoile et de M87 étoile sont relativement similaires. Donc, ce que je dis sur l'un est plus ou moins, enfin, ce n'est pas exactement vrai ce que je suis en train de dire, mais disons que les abords immédiats de ces deux trous noirs sont raisonnablement similaires. Alors, le centre de la galaxie, si vous ne savez pas où c'est, vous regardez dans le ciel d'été, dans la direction du sud, et vous regardez entre la constellation du Sagittaire, aussi appelée la Théière, et la constellation du Scorpion. Vous focalisez juste entre les deux et vous tombez sur le centre de la galaxie. Alors, il se trouve qu'en lumière visible, vous n'allez pas voir grand-chose d'intéressant parce que l'essentiel du rayonnement visible est complètement absorbé par la poussière qui est située sur la ligne de visée entre le centre galactique et l'observateur terrestre. Donc, c'est pour ça qu'on ne regarde pas du tout le centre galactique en lumière visible, ça aurait peu d'intérêt. On le regarde soit à plus basse énergie, soit à plus haute énergie, donc soit en radio et en infrarouge, comme le HT et Gravity, soit en X et en gamma. Voilà ce qu'on voit en radio. Donc ça, c'est une image Meerkat relativement récente de l'environnement. Donc en grosso modo, ça c'est 1 degré carré sur le ciel à la louche, autour du centre galactique, donc qui se trouve juste au centre de cette région très intense ici. Donc on voit qu'on a beaucoup de rayonnement radio qui est émis. On a la région qui s'appelle Sagittarius A ici, Sagittarius B là. Vous voyez qu'on a des restes de supernovae là, qui sont sur la gauche de l'image. On a plein de filaments qui sont en fait dus à la présence d'un champ magnétique dans cette région centrale de la galaxie. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc la région centrale ici, la région Sagittarius A, et on va zoomer peu à peu au centre de cette région. Donc, si on regarde un zoom de l'ordre de quelques dizaines de secondes d'angle centrale de cette région Sagittarius A, on voit cette structure qui est bien connue sous le nom de la mini-spirale pour des régions géométriques évidentes. Donc ça, c'est toujours une image radio. Ça, c'est Alma qui a pris cette image. Et bon, il se trouve que cette spirale n'est en fait une spirale que par un effet de projection. Les 3 bras que vous voyez ici, 1, 2 et 3, ne sont en fait pas coplanaires, mais par projection sur le ciel, ça donne l'impression d'une spirale. C'est en fait du gaz qui est en train de tomber sur le trou noir qui se trouve juste au centre ici.
Donc, on va continuer à zoomer tranquillement. Au centre de la spirale, si on zoome encore, là, on est dans la seconde dangue centrale de la galaxie et on voit un amas d'étoiles. En fait, ce que vous voyez là, ce sont des trajectoires d'étoiles qui s'appellent les étoiles S. Ce sont les étoiles les plus proches du trou noir Sagittarius à étoile qui se trouve juste au centre de mon image ici. Donc, ces étoiles sont tout simplement en train d'orbiter le long d'orbites keplériennes telles qu'on peut les voir ici, dans des ellipses keplériennes standards, qui sont en train d'orbiter autour du trou noir supermassif qui est en son centre ici. Et donc, l'objectif de Gravity et de l'EHT, c'est d'aller encore un cran plus loin et de voir ce qui se passe tout au centre, dans l'environnement immédiat du trou noir, et de voir le flot d'accrétion, c'est-à-dire la matière qui est en orbite, accrétée, attirée par le trou noir et qui est en train gentiment de s'enrouler et de tomber vers le trou noir en émettant de copieux rayonnements pendant cette affaire. Alors, on va abondamment discuter ce type d'image dans la suite, donc je ne vais pas en dire tellement plus. Ça, c'est une image de simulation de ce à quoi pourrait ressembler l'environnement de Sagittarius à étoile. Et donc là, on reprend l'image, alors cette fois d'un pamplemousse sur la Lune. Moi, j'avais pris la pièce de 1 euro, j'étais un peu plus optimiste. Alors, cet amas d'étoiles S, là, les étoiles les plus proches de Sagittarius à étoile, elles sont évidemment très intéressantes parce que vous savez peut-être que grâce aux lois de Kepler qui définissent ces orbites d'étoiles autour du Soleil pour notre système solaire, mais de la même façon autour du trou noir ici, on peut, en analysant ces orbites, si on contraint la période de révolution d'une étoile autour du trou noir, on peut en déduire la masse de l'objet central. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on permet de contraindre les propriétés de l'objet central Sagittarius à étoile et qu'on obtient, en ajustant toutes ces orbites à la fois, que l'objet central, c'est un objet extrêmement massif de 4 millions de fois la masse du Soleil qui occupe une région extrêmement petite de l'espace. Et donc ça, c'est exactement la définition d'un trou noir. En fait, vous avez une très grosse masse qui est concentrée dans un rayon très petit. L'objet astrophysique typique pour expliquer ça, c'est le trou noir. Et la taille apparente de ce trou noir, c'est de l'ordre de 50 microsecondes d'angle. Voilà. Donc, j'avais parlé de 10 microsecondes d'angle tout à l'heure en faisant mes petits calculs d'ordre de grandeur. Il se trouve que la notion qui est véritablement observable et qu'on définira dans la suite, la notion d'ombre du trou noir, qui est vraiment la quantité observable qui est l'objectif de l'EHT, est un petit peu plus grande que ça. C'est de l'ordre de 50 microsecondes d'angle. Donc, vous voyez qu'on est exactement dans les ordres de grandeur de ce qui est atteignable à la fois par Gravity et par l'EHT. Alors, Sagittarius à étoile a aussi le bon goût non seulement d'abriter cette petite population d'étoiles relativement proche de lui qui est très importante pour déterminer les propriétés du trou noir, mais également de donner naissance à ce qu'on appelle des sursauts de rayonnement. Donc, c'est illustré par la figure de gauche ici. Donc ça, c'est une image du ciel de l'environnement de Sagittarius à étoile. Donc, le trou noir est là au centre. Vous avez l'étoile S2 là. Donc, l'étoile S2, c'est celle-ci. C'est l'étoile la plus proche du trou noir Sagittarius à étoile dont il va être abondamment question dans la suite. Vous avez l'étoile S2 qui est juste à côté, et au niveau du trou noir, comme il se doit, on a essentiellement aucun rayonnement. C'est vraiment l'étoile S2 qui domine de très loin l'émission des zones centrales. Et qu'est-ce que vous avez 40 secondes plus tard? Vous avez une émission très intense au niveau de la position de Sagittarius à étoile. Donc, j'ai donné la courbe de lumière là, du phénomène. C'est ça qu'on appelle un sursaut. C'est tout d'un coup, l'environnement du trou noir s'excite. On a un flux beaucoup plus intense qui est émis au voisinage du trou noir, avec ce type de modulation là qu'on voit bien dans le modèle ajustant les données. Alors, ces sursauts de Sagittarius à étoile sont restés un mystère. Bon, il y a énormément de modèles théoriques qui ont été proposés pour les expliquer, mais essentiellement, il n'y a pas eu de convergence sur qu'est-ce que c'est que ces sursauts-là, jusqu'à très récemment, et en particulier, on n'avait aucune idée de savoir si ces sursauts prenaient naissance juste à côté du trou noir ou nettement plus loin. Parce que sur ce type d'image-là, on n'a aucune idée de où se situe le sursaut. Là, c'est coïncident avec la position du trou noir sur le ciel, mais étant donné la résolution qu'on a sur ce type d'image, on est incapable de dire si on est juste à côté du trou noir ou si on est à 1000 ou 10 000 fois le rayon du trou noir.
Et c'est l'un des cas scientifiques phares de Gravity de répondre à la question qu'est-ce que c'est que ces phénomènes, qu'est-ce que c'est que ces sursauts. Alors, donc là, j'ai consacré tous ces transparents sur Sagittarius, donc un transparent seulement sur M87. Donc M87, la galaxie Messier 87, donc il y a 15 mégaparsecs de la Voie lactée dans l'amas de la Vierge. C'est une galaxie qu'on voit ici à plusieurs longueurs d'onde radio, donc elle est très connue pour son jet. Vous voyez qu'il y a un jet de matière qui s'échappe à la vitesse relativiste du trou noir. Et qui s'étale sur l'échelle d'1 kilo par sec. Donc, c'est énorme. C'est de l'ordre de la taille d'une galaxie, quoi, hein, la taille de ce jet. Et donc, l'un des objectifs de l'Event Horizon Telescope, c'était de faire une image, de résoudre la base de ce jet et donc l'environnement immédiat du trou noir. Parce que le moteur central, ce qui donne l'énergie de propulsion pour envoyer ce jet à des échelles de l'ordre du kiloparsec, c'est le trou noir supermassif qui se trouve au centre de cette galaxie. Voilà, donc on a ces deux environnements astrophysiques qui nous intéressent, Sagittarius à étoile avec les étoiles qui tournent autour et les sursauts de rayonnement qui ont lieu typiquement une fois par jour aux abords de Sagittarius. Et pour M87, ce jet est mis aux abords du trou noir et donc l'objectif de résoudre la base du jet et l'environnement immédiat du trou noir. Donc ça, je l'ai déjà dit, en fait, hein, ce transparent résume les cas scientifiques des deux instruments. Donc le cas scientifique de Gravity, encore une fois, c'est de voir du mouvement aux abords du trou noir. Donc c'est suivre la trajectoire des étoiles proches de Sagittarius à étoile et, si possible, montrer qu'elles s'écartent des prédictions de la gravitation de Newton et qu'elles se rapprochent des prédictions de la gravitation d'Einstein. Et le deuxième objectif phare, c'est étudier et comprendre les sursauts de Sagittarius. L'objectif de l'EHT, c'est de faire des images, c'est un appareil photo, si vous voulez, l'EHT, faire une image des abords de M87 étoiles et des abords de Sagittarius à étoile. Et la question la plus avancée, finalement, que ces deux instruments se posent, c'est est-ce que ces orbites d'étoiles, ces sursauts de Sagittarius, cette image de l'environnement immédiat de M87 et de Sagittarius à étoile, est-ce que toutes ces observables vont nous permettre de sonder les propriétés du trou noir, de déterminer si ce qu'on est en train de regarder, c'est bien un trou noir tel qu'on le comprend, en particulier tel que prédit par la relativité générale, et est-ce que ça nous permet donc là, ça serait la question la plus poussée, de tester la théorie de la relativité générale, la théorie de la gravitation aux abords de ces objets extrêmement compacts que sont les trous noirs. Voilà donc pour ce qui concerne l'astrophysique donc de ce qui est émis aux abords de Sagittarius à étoile et de M87 étoile. Alors, donc maintenant j'en arrive au vif, au cœur du sujet, aux résultats hein, qui ont été obtenus très récemment, donc sur les 2 dernières années, hein, par Gravity et par l'EHT. Donc, je vais commencer par Gravity qui arrive en premier dans l'ordre chronologique. Donc, Gravity s'est intéressé en premier à la trajectoire de l'étoile S2. Donc, je vous rappelle, l'étoile S2, hein, on l'a vu sur cette image-là. L'étoile S2, c'est l'étoile la plus proche de Sagittarius à étoile, c'est celle qui a la plus petite orbite sur le ciel. Donc, elle fait le tour du trou noir en une quinzaine d'années. Et donc là, vous avez l'ensemble des observations de cette étoile S2, donc sur la dernière, les derniers 20 ans essentiellement. Et vous avez en particulier l'arrivée de l'instrument Gravity, donc ce sont les carrés verts là qui commencent ici, l'étoile est en train de bouger comme ça. Touk, 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 ça ce sont toutes les observations de Gravity sur les années 2017 et 2018. Et donc l'un des objectifs phares de l'instrument qui faisait que le temps était très compté, c'est que l'étoile passait au plus près du trou noir, donc ce qu'on appelle le périastre, le péricentre, comme vous préférez, le point d'approche minimal au trou noir, c'était en mai 2018. Donc clairement, il fallait que Gravity soit sur le ciel et soit opérationnel en mai 2018. Là, vous avez un zoom hein, sur la période du passage au péricentre, avec toutes les petites observations Gravity là, qui s'échelonnent entre fin mars, avril, mai et juin 2018, qui ont permis de suivre très précisément le passage autour du péricentre de l'étoile S2. Et ce suivi très précis de l'étoile S2, à la fois par donc, les instruments qui ont précédé Gravity
et par Gravity au moment du passage au péricentre de 2018, ont permis d'obtenir le résultat suivant, qui était le premier résultat de Gravity. Donc, vous savez peut-être que quand du rayonnement est émis par une source en mouvement, ce rayonnement va varier en longueur d'onde. C'est l'effet Doppler, c'est bien connu pour le son. Quand vous avez une ambulance qui arrive vers vous, puis qui s'en éloigne, vous avez le son qui va varier en fréquence, de fréquence plus aiguë quand la source s'approche et plus grave quand elle s'éloigne. On a le même effet sur le rayonnement, enfin le même, mutatis mutandis. On a un effet Doppler également sur les rayonnements, qui va être en fait affecté par des effets relativistes. Donc là, la figure que j'ai représentée ici, c'est une figure du papier de la collaboration Gravity 2018, qui montre en gris la courbe toute plate au niveau 0, c'est ce qu'on obtiendrait si on vivait dans un monde newtonien. Et la courbe rouge, c'est ce à quoi on s'attend si on vit dans un monde relativiste. Et vous voyez que les données Gravity suivent exactement la prédiction de la théorie de la relativité et sont parfaitement incompatibles avec la prédiction newtonienne. Donc ça, c'était une très belle confirmation des effets sur le rayonnement, à la fois de la relativité restreinte et de la relativité générale, aux abords d'un trou noir. Donc là, on est au passage au péricentre de l'étoile S2, donc on est grosso modo à 2000 fois la taille de l'horizon des événements du trou noir. Donc on n'est pas juste à côté du trou noir, mais on est quand même assez proche du trou noir. On est déjà dans un domaine où les effets de gravitation liés au trou noir sont à prendre en compte. Il faut savoir aussi que la vitesse de l'étoile au moment où elle passe à son péri, c'est de l'ordre de quelques pourcents de la vitesse de la lumière. Donc, c'est 8000 km par seconde. C'est des vitesses énormes pour lesquelles les effets de relativité restreinte sur le rayonnement émis sont importants. Donc, tout ça, c'est pris en compte dans la courbe rouge et on voit que les données Gravity sont en parfait accord avec la prédiction relativiste. Donc, ça, premier résultat important de la collaboration. Deuxième résultat, qui est à ce jour le résultat le plus important de la collaboration, ça a été le suivi d'un sursaut de rayonnement en juillet 2018. Donc, vous vous souvenez de ces sursauts de rayonnement, donc des bouffées de rayonnement sporadiques comme ça qui arrivent typiquement, on en a un par jour. Ce n'est pas un phénomène rare, on en a très régulièrement. On a à peu près une fois par jour la courbe de lumière de Sagittarius à l'étoile qui s'excite avec cette modulation du flux qu'on voyait dans ma figure précédente. Mais jusqu'à 2018, jusqu'à Gravity, on n'avait aucune idée du mouvement de la source. On voyait une jolie courbe de lumière, mais on n'avait aucune idée de où se situait le sursaut. Est-ce qu'il était près, est-ce qu'il était loin du trou noir? Et on avait encore moins d'idée de comment est-ce que ce sursaut bougeait sur le ciel. Donc ça, c'est la figure que je représente ici. Ça représente le plan du ciel. La croix, la barre d'erreur bleue, c'est la position du trou noir sur le ciel. Et les barres d'erreur rouges, c'est les positions successives du sursaut. Donc, il y a environ 5 minutes entre chaque croix rouge. Le sursaut est en train de tourner comme ça sur le ciel. Et donc, on a évidemment là un résultat tout à fait important qui nous dit deux choses. Premièrement, le sursaut se passe très proche du trou noir. Vous voyez que là, on est à quelques dizaines de microsecondes d'angle de la position du trou noir. Essentiellement, on est compatible aux barres d'erreur près avec la position du trou noir. Donc, le sursaut se passe aux abords directs du trou noir. Et deuxièmement, le sursaut suit une orbite de type circulaire. Donc, l'orbite verte, là, qui est représentée sur cette figure, c'est un ajustement au point de données. C'est un ajustement complètement relativiste. C'est une orbite circulaire autour d'un trou noir qui permet d'ajuster parfaitement les données. Donc, ça, c'est un résultat évidemment qui a excité énormément les théoriciens parce que le fait que on ait démontré qu'au moins ce sursaut-là, donc au moins certains sursauts de Sagittarius à l'étoile, prennent naissance très près du trou noir, c'est évidemment très tentant de se dire est-ce qu'on pourrait utiliser ce type de phénomène pour sonder les propriétés de l'espace-temps, donc les propriétés de la gravitation du trou noir, aux abords immédiats de l'objet compact. Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte à l'heure actuelle et qui est une des questions qui nous intéresse beaucoup dans notre équipe à mener. Deuxième résultat Gravity. Troisième résultat Gravity de cette année 2020. Alors avant de le présenter, j'ai besoin de faire un tout petit rappel sur les orbites d'étoiles. Donc là, c'est l'histoire des mouvements orbitaux sur le ciel en intransparent.
Donc, vous avez, à l'époque de Pythagore et de Dox de Knig, donc là, on est à 400-500 avant Jésus-Christ. Vous avez le système du monde pour les Grecs anciens, avec la Terre au centre et les différents corps célestes qui sont en train d'orbiter sur des orbites circulaires qui s'échelonnent entre la Terre et le firmament, donc les étoiles fixes. Ce système du monde reste essentiellement le même pendant de l'ordre de 2000 ans, ce qui est quand même pas mal pour un modèle théorique. Et il est battu en brèche par les avancées de Copernic, Tycho Brahe et Kepler, donc entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec, je raconte juste l'étape finale, donc Kepler au début du XVIIe qui dit que les corps célestes sont en fait en train d'orbiter sur des ellipses et non pas sur des cercles, et ils sont en train d'orbiter autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Donc ça, c'est le modèle d'orbite qui reste valable depuis Kepler jusqu'à Einstein. Et ce que Einstein fait, donc la nouvelle avancée, la nouvelle révolution sur la conception des mouvements orbitaux que permet Einstein et sa théorie de la relativité générale, c'est de dire, eh ben non, les orbites keplériennes, en fait, elles vont être animées d'un petit mouvement de précession, comme vous le voyez sur la figure de droite. Mouvement de précession qui a été mis en évidence, vous le savez peut-être, par Einstein, donc, sur l'orbite de Mercure. Donc, on avait depuis le milieu du 19e, à l'Observatoire de Paris, Le Verrier avait mis en évidence que le mouvement de l'étoile Mercure n'était pas exactement celui qui était prédit par la théorie de Newton. Einstein vérifie en 1915 avec sa théorie de la relativité générale et trouve que sa théorie à lui explique parfaitement, grâce à cette petite avancée à cette petite précession de l'étoile sur le plan du ciel, explique parfaitement la trajectoire de Mercure. Donc, ce que fait Gravity, c'est la même chose, mais non pas sur Mercure autour du Soleil, mais sur l'étoile S2 autour du trou noir Sagittarius à étoile. Donc, je ne rentre pas dans les détails de cette courbe qui est un tout petit peu technique, mais ce que montre cette courbe, c'est encore une fois le niveau 0, c'est ce que Kepler prédit. Donc, si l'étoile S2 suivait une orbite strictement keplérienne, tous les points d'observation devraient être sur ces tirets bleus horizontaux. Et si l'étoile suit l'avancée du périssemble, donc ce petit décalage sur le ciel qui est prédit par la relativité générale d'Einstein, on doit être sur la courbe rouge. Et vous voyez que les données Gravity, encore une fois, suivent parfaitement la prédiction de la relativité générale. Donc là, pour faire le lien avec le premier résultat sur S2, donc le résultat sur le décalage, vers le rouge de l'étoile, ça c'était un effet sur le rayonnement émis par l'étoile alors qu'elle est en train de bouger autour du trou noir. Ça, c'est un effet sur la trajectoire de l'étoile elle-même et pas sur son rayonnement. On a deux effets un petit peu différents qui ont été mis en évidence par Gravity et qui sont tous les deux parfaitement en accord avec les prédictions de la relativité générale. Voilà pour Gravity, donc 3 résultats fondamentaux entre 2018 et 2020. Et le résultat 2019, donc 2017 c'est les observations, 2019 c'est la publication, par le consortium cette fois de l'Event Horizon Telescope. C'est cette image que vous avez peut-être vue parce qu'elle a fait quand même beaucoup de bruit, cette image. C'est donc la fameuse photographie, entre guillemets, sachant que ce n'est pas vraiment correct de dire ça. Image des abords du trou noir M87 étoile. Donc là, c'est plus le trou noir Sagittarius au centre de notre galaxie, c'est le trou noir au centre de la galaxie M87. Donc c'est la base de ce jet qui s'échappe sur des échelles de l'ordre du kiloparsec qu'on a vu sur un transparent précédent. Et l'EHT a mis en évidence cette image. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit essentiellement 3 choses que je vais beaucoup creuser dans la suite de l'exposé. Premièrement, on voit qu'on a une dépression en flux au centre de l'image, donc c'est-à-dire qu'on a une région relativement sombre au centre de l'image. Cette région relativement sombre est entourée d'une région en forme d'anneau très brillante, et on voit que cet anneau est plus brillant dans sa partie sud que dans sa partie nord. Donc, on va essayer, maintenant on va prendre un petit peu de distance par rapport aux observations, on va essayer de comprendre d'un point de vue théorique pourquoi est-ce que quand on fait l'image de l'environnement d'un trou noir, il est normal, il est attendu d'obtenir une image de ce type. Donc c'est l'objectif de ma partie suivante. À quoi ressemble l'image de l'environnement d'un trou noir?
Donc là, on va commencer par une petite expérience de pensée un peu académique. Là, on va s'éloigner un petit peu de l'astrophysique et à la fois des simulations et des observations. On va prendre le temps d'essayer de comprendre au niveau plus conceptuel à quoi doit ressembler l'image de l'environnement d'un trou noir sur le ciel. Donc, je fais l'expérience de pensée suivante. J'imagine qu'on est dans une salle de visioconf. On a au bout de la salle un projecteur qui envoie du rayonnement vers moi, l'observateur. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Ça, c'est le rayonnement exactement uniforme qui est envoyé par mon projecteur. J'imagine maintenant que je mets une petite sphère parfaitement absorbante et que je place cette sphère entre ma source de rayonnement et moi, l'observateur. Qu'est-ce que j'observe? J'observe ça. Il ne faut pas être grand clair pour prédire ça. On observe un disque noir en projection sur le plan du ciel de l'observateur, qui est dû au fait que notre sphère est en train d'absorber le rayonnement. Qu'est-ce qui se passe si je remplace cette sphère par un trou noir de même taille? Est-ce que je vais avoir la même chose, c'est-à-dire la même taille de la région sombre en projection sur le ciel? Et bien, la réponse est non. Je vais avoir une aire sombre beaucoup plus grande qu'on appelle l'ombre du trou noir. Et je vais essayer de rendre clair le fait que cette ombre est si grande que ça, beaucoup plus grande que ce qu'on s'attendrait en espace plat. Alors, je reviens à mon expérience de pensée. Donc là, je change un tout petit peu le point de vue. Je vois mon expérience de pensée depuis le côté. Donc, j'ai mon projecteur qui envoie du rayonnement vers la droite. J'ai mon observateur à gauche et j'ai ma sphère absorbante au milieu. Donc, si je considère un photon qui est émis suffisamment loin pour ne pas intercepter la sphère, évidemment, il va être observé par l'observateur. Au contraire, si je considère un photon qui est arrêté par la sphère, il ne va pas être observé par l'observateur. Donc, l'ombre de cette sphère parfaitement absorbante, c'est rien d'autre que sa projection en espace plat sur le ciel de l'observateur, ce que j'ai représenté là par cette zone grise. C'est la taille de l'ombre de ma sphère. Jusque-là, j'espère, rien de compliqué. Qu'est-ce qui se passe si je remplace ma sphère par un trou noir? Les choses sont un peu plus compliquées, comme vous le voyez ici. Donc, si on considère un photon qui est émis encore relativement loin du trou noir, et finalement, il ne va pas sentir la présence du trou noir. Il va continuer son bonhomme de chemin en ligne droite et il va être observé par l'observateur sans effet particulier. Maintenant, si je considère un photon en vert ici, qui va s'approcher plus proche du trou noir, donc il va être défléchi, sa trajectoire va être courbée parce qu'il est attiré gravitationnellement par le trou noir, mais il va réussir à ne pas s'approcher trop près, ne pas tomber sur le trou noir, et il va réussir à rejoindre l'observateur, donc à apporter du flux jusqu'à l'observateur distant. Par contre, son petit copain ici en rose, qui s'approche un peu trop dangereusement près du trou noir, lui va tomber à l'intérieur de l'horizon des événements et évidemment, du coup, ne va pas être observé par l'observateur, puisque vous savez qu'une fois que le photon passe sous l'horizon, il va y rester définitivement, il ne peut plus en ressortir. Donc, c'est pour ça que la taille de l'ombre d'un trou noir est plus grande que celle d'une sphère absorbante classique. C'est du fait de la courbure des rayons lumineux, tout simplement, qui fait qu'on va passer d'une taille relativement faible, qui est la projection en espace plat de notre sphère, à une taille nettement plus grande, qui est la projection en espace courbe, du fait de la courbure de ces rayons lumineux, qui fait donc que l'ombre du trou noir apparaît relativement grande sur le ciel. Alors, sur ce transparent, il y a encore une chose qui est tout à fait importante de discuter rapidement, c'est cette orbite en bleu. Cette orbite en bleu, elle s'appelle l'orbite des photons. Et vous voyez que la chose qui différencie mon photon vert, qui est capable de rejoindre l'observateur, et mon photon rose, qui est capturé par l'horizon, c'est le fait que le photon rose, à un moment, coupe cette orbite de photons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette orbite de photons? Eh bien, c'est une orbite sur laquelle les photons très proches du trou noir sont tellement courbés qu'ils sont capables de rester pendant un très longtemps en orbite circulaire autour du trou noir. Ils vont faire des tours et des tours et des tours autour du trou noir avant d'être éjectés et de rejoindre éventuellement l'observateur à l'infini. Et vous avez un petit théorème qui vous dit, si un photon traverse cette orbite des photons, eh ben, il est condamné à être avalé par le trou noir. Donc, ce photon vert ne coupe jamais l'orbite des photons. Lui, il a le droit de se rendre jusqu'à l'observateur à l'infini.
Par contre, le photon rose, à un moment, coupe l'orbite des photons et à partir de là, il est condamné définitivement à tomber et à être avalé par le trou noir. Donc, ce qu'on peut en déduire de toute cette affaire, c'est la chose suivante. On a notre ombre du trou noir, qui est donc nettement plus grande que la taille de ma sphère absorbante en espace plat, pour la raison que j'ai dite plus haut, donc pour la raison que les trajectoires de photons sont courbées par la présence du trou noir. Et le bord de cette ombre du trou noir, c'est ce qu'on appelle l'anneau de photons. Il va contenir, ce bord de l'ombre, un rayonnement tout à fait intense qui est dû à ces photons qui vont s'enrouler autour de l'orbite de photons, là mon orbite en bleu ici sur mon image, qui vont pouvoir accumuler du flux pendant qu'ils sont en train de tourner autour du trou noir, jusqu'à être éjectés et rejoindre l'observateur. Alors, si on regarde maintenant des résultats de simulation un petit peu plus évolués que mon expérience de pensée, là, on voit que donc ce type de problématique, donc à quoi ressemble un trou noir, l'image d'un trou noir vu sur le ciel d'un observateur, cette question a été abordée depuis très longtemps. Donc le premier à se poser la question, c'est James Bardeen dans les années 70, qui calcule justement la forme de cet anneau de photons, donc le bord de l'ombre du trou noir, si vous voulez, le calcule théoriquement en 1972. En 79 arrive Jean-Pierre Luminet qui fait cette image très connue d'un disque d'accrétion. Donc vous avez de la matière qui est en train de tourner autour du trou noir dont on calcule l'image. Et donc vous voyez qu'on a au centre une région sombre entourée par un fin liseré de pixels éclairés. Et ce liseré de pixels éclairés, c'est l'anneau de photons, donc qui est constitué par des photons qui tournent autour de cette fameuse orbite. 1996, Jean-Alain Marc fait le même genre de simulation, mais avec évidemment les moyens du bord qui sont beaucoup plus développés dans les années 90. Donc, même chose, simulation de l'image d'un disque d'accrétion entourant un trou noir. Même chose, l'ombre du trou noir au centre, entouré par l'anneau de photons très brillant. Et cette image très connue aussi d'Alain Riazuelo, calculée à l'IAP en 2007, où vous avez l'ombre d'un trou noir, donc il a interposé entre l'observateur et le plan de la Voie lactée. Et vous voyez également cet anneau de photons, donc le pixel l'anneau de pixels très brillant là, qui entoure l'ombre. Alors, un petit cocorico pour l'observateur de Paris. Vous voyez qu'il y a quand même 2 images sur 4 qui sont calculées à l'observatoire de Paris et la 3e sur 4 à l'IAP qui est quand même pas bien loin. Donc, on a eu un vrai historique sur ces affaires-là à l'observatoire et à l'IAP. Alors, donc, toutes ces images précédentes étaient dans des contextes non réalistes d'un point de vue astrophysique. Donc là, ce que je représente ici, c'est le même type d'image, donc l'image des abords d'un trou noir, calculée par notre équipe de Meudon, pour le cas de M87 étoiles, donc le trou noir supermassif au centre de Messier 87. Et donc, j'ai comparé notre image théorique ici avec l'image observée par l'EHT. Donc, vous voyez que c'est vraiment extrêmement similaire. Évidemment, il faut dégrader ça par la résolution de l'instrument, qui est de l'ordre de cette taille-là sur le ciel, pour passer de l'image théorique à l'image observée. Et vous voyez qu'on a de nouveau dans notre image, donc cette fois assez réaliste, de ce à quoi peut ressembler un environnement de trou noir. On a la zone d'ombre centrale, l'ombre du trou noir, entourée par cet anneau de photons. Donc ce fin liseré de pixels éclairés qui est donc dû à des photons qui, émis par un électron au voisinage du trou noir, vont s'enrouler autour de l'orbite des photons, faire ici un demi-tour, mais ils peuvent très bien faire un tour complet, 2 tours complets, tout un tas de tours avant de rejoindre l'observateur. Alors, cet anneau de photons, il a accumulé énormément d'intérêt de la part de la communauté des théoriciens de la gravitation, parce qu'évidemment, ce que ça veut dire, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est qu'on a sur le ciel un anneau dont la taille angulaire est directement imposée par la gravitation du trou noir. Ce qui veut dire que si à la place du trou noir, vous mettez un objet compact différent, ou si vous changez votre théorie, vous considérez que la relativité générale est fausse et qu'en fait la vraie théorie de la gravitation, c'est la théorie de Monsieur Bidule, votre anneau de photons sur le ciel va être légèrement différent. Il sera un peu plus petit, un peu plus grand, il sera un petit peu distordu, que sais-je. Donc cet anneau de photons apparaît comme une sonde des propriétés de l'objet compact central et une sonde de la gravitation elle-même
qui semble extrêmement prometteuse et extrêmement intéressante. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de… C'est pour ça qu'il y a finalement… C'est entre autres pour ça qu'il y a tout cet intérêt pour l'image de l'EHT, parce que finalement, l'image de l'EHT, qu'est-ce que c'est? À l'ordre zéro, et sans rentrer dans toutes les polémiques qu'il y a derrière ça, vous pouvez le comprendre à l'ordre zéro comme l'image de cet anneau de photons dégradé par la résolution de l'instrument. Donc, si on imagine dans un futur de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années avoir une résolution angulaire encore nettement plus grande sur le ciel, on pourrait commencer à contraindre de façon très très précise la taille de cet anneau de photons et donc potentiellement sonder de façon très précise les propriétés de l'objet compact central. Alors, la dernière partie de mon exposé va être consacrée à essayer de mettre un petit warning sur cette excitation autour de la notion d'anneau de photon. La notion d'anneau de photon est essentielle et fascinante, hein. Je suis le premier à passer beaucoup de temps dans mes journées à travailler là-dessus, donc ce n'est pas pour dire que c'est une structure qui n'a pas d'intérêt, bien loin de là, mais il faut faire attention de ne pas le considérer comme une sonde parfaitement pure de la gravitation. Alors, pour étayer cette petite prise de distance, je vais consacrer les 2 derniers transparents de ma présentation à essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, ça va être un tout petit peu plus technique. Là, bon, voilà, c'est juste 2 transparents. Donc, si vous trouvez ça trop technique, rassurez-vous, ça va pas être très long. Je me permets d'en parler parce que c'est la dernière publication de notre collaboration à Meudon et ailleurs autour de ça. Donc, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre de transparence sur la question. Alors, si on regarde ce qui se passe de façon un petit peu plus précise, on se rend compte qu'en fait, l'anneau de photon là, qui apparaît comme un seul et unique anneau sur notre image ici, cet anneau de photon peut en fait être décomposé en tout un ensemble de sous-anneaux. C'est ce qui est représenté sur ma figure de droite là. Chacun des sous-anneaux correspondant en fait à un photon qui fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours autour du trou noir avant de rejoindre l'observateur à l'infini. Et il se trouve que, alors moi, quand je vois ce type de figure, ça me fait penser à l'atome d'hydrogène. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi. On a tout un tas d'orbites, finalement, c'est un peu comme les orbitales de l'atome d'hydrogène. Et cet ensemble de sous-anneaux, vous pouvez vraiment le voir comme le spectre de l'atome d'hydrogène, comme une carte d'identité de votre objet compact sur le ciel de l'observateur. Donc, si vous arrivez à observer ça, vous avez vraiment une façon imparable de déterminer qu'est-ce que c'est que l'objet que vous avez au centre. Est-ce que c'est un trou noir? Est-ce que c'est autre chose? Le problème, c'est que cet ensemble de sous-anneaux, il n'est pas directement observable. Ce qui est directement observable, c'est là où vous avez du flux sur le ciel de votre observateur. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite expérience de pensée. Imaginez qu'autour de votre trou noir, vous avez de la matière qui émet du rayonnement juste sur cette région que j'ai représentée en vert ici, là. Et bien, vous voyez que, votre anneau rouge sera plein de rayonnement. Par contre, votre anneau bleu ici, il ne contiendra aucun rayonnement parce que vous n'avez pas de matière qui émet du rayonnement sur la trajectoire bleue. Du coup, le contenu en rayonnement de cet ensemble de sous-anneaux, lui, il est extrêmement dépendant des propriétés du flot d'accrétion entourant le trou noir. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. L'anneau de photon, c'est une structure extrêmement intéressante pour sonder les propriétés de l'objet compact central. Par contre, l'observable, le contenu en flux que vous observez sur votre ciel, ça dépend des propriétés de l'astrophysique, si vous voulez, du flot d'accrétion qui entoure le trou noir. Astrophysique, évidemment, qui est très mal connue. Donc, votre sonde de la gravitation que vous expériez parfaitement pure, elle est en fait entachée par tout un tas d'incertitudes qui portent sur les propriétés du flot d'accrétion entourant ces objets compacts. Alors, ça n'empêche pas, encore une fois, que cette structure, cet anneau de photons, est une structure tout à fait importante. Il y a énormément de gens qui s'intéressent à la comprendre mieux et de plus en plus en détail. Et je pense que ça sera une des sondes de la gravitation pour mieux comprendre la nature de ces objets qu'on appelle trous noirs, et dont on n'est finalement pas si sûr que ça, que ce sont effectivement des trous noirs tels que prédits par la relativité générale. J'en viens à ma conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit, finalement, c'est qu'on a ces 2 instruments, Gravity et l'EHT, qui permettent d'accéder à l'échelle angulaire de la dizaine de microsecondes d'angle, donc qui sont capables de résoudre une pièce de 1 euro sur la Lune, ou qui sont capables de voir bouger un cheveu à Barcelone depuis Paris, et donc qui sont évidemment des instruments fantastiques pour mieux comprendre
la physique de la matière qui se trouve aux abords immédiats des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Donc, de façon très très claire, l'impact de ces instruments sera énorme sur notre compréhension des propriétés de la matière autour des trous noirs supermassifs, enfin, autour de deux trous noirs supermassifs, mais bon, évidemment, si on comprend très bien ces deux trous noirs, M87 et Sagittarius, ça sera évidemment très très important pour la compréhension de l'ensemble des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Par contre, en ce qui concerne l'objectif le plus avancé de ces deux instruments Gravity et LEHT, qui est le test de la nature de ces objets, est-ce que c'est bien un trou noir qu'on est en train d'observer? Et encore plus compliqué, est-ce que ce trou noir, si c'en est un, est bien décrit par la théorie de la relativité générale d'Einstein? Répondre à ces deux questions, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande d'avoir une compréhension très fine dans la lignée de ce que je viens de décrire là très rapidement sur les structures fines de l'anneau de photons entourant les trous noirs. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, à mon avis, pas à notre portée à l'heure actuelle, mais ça sera probablement à la portée des successeurs de Gravity et de l'EHT. Et c'est pour ça que c'est très important d'un point de vue théorique de se préparer à la génération suivante des instruments pour savoir exactement ce qu'on a besoin de mesurer sur le ciel pour arriver à répondre à ces questions qui sont évidemment quand même un peu des grals pour l'astrophysique relativiste. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais tâcher de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé magnifique et très clair. Eh bien donc, c'est l'heure des questions. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Si vous n'êtes pas nombreux, prenez la parole directement. Je veux bien poser une première question. Daniel. Oui, Daniel. Vas-y, Daniel. Oui, eh bien, bravo pour l'aspect très didactique de ton exposé, c'est remarquable. Merci. Moi, ma première question, elle concerne donc la trajectoire du flair. Tu n'as pas du tout commenté l'aspect, disons, l'offset très important, relativement important qu'on observe entre donc, la position de Sagittarius à étoile et puis le centre, disons, de la trajectoire. C'est la diapo 17. Voilà. Donc oui, effectivement, ça c'est une grosse question qu'on a en tête dans le consortium, c'est d'expliquer ça. Alors bon, à l'heure actuelle, on s'en sort en disant la barre d'erreur sur la position de Sagittarius à étoile étant encore relativement grande, le centre de l'orbite relativiste en vert est compatible à un sigma avec la position de Sagittarius qui est impliquée par la trajectoire de S2. Donc, bon, il est clair qu'il y a une tension, mais il n'y a pas incompatibilité. Donc, ce qu'il va falloir, il y a deux avenues qui vont être suivies dans la suite. C'est petit 1, continuer à suivre avec très grande précision l'orbite de l'étoile S2 pour arriver à faire diminuer la taille de cette barre d'erreur sur la position de Sagittarius. Si la taille de cette barre d'erreur diminue et commence à drifter vers en haut à droite, on sera content, il n'y aura pas grand-chose à expliquer et tout ira bien. Si le point de meilleur ajustement reste ici et que la barre d'erreur diminue et n'est plus compatible avec le centre du sursaut, à ce moment-là, il y aura deux possibilités. Soit ça veut dire que le centre de l'orbite du sursaut n'est effectivement pas sur la position du trou noir, ce qui est tout à fait possible, parce qu'encore une fois, le sursaut, ça ne se passe pas dans le trou noir, ça se passe à proximité immédiate du trou noir. Donc on pourrait imaginer par exemple un mouvement d'un bloc de gaz chauffé, éjecté le long d'un jet, par exemple, qui pourrait, en fonction de l'inclinaison du système, être très légèrement décalé par rapport à la position du trou noir. Ça serait possible. Ou sinon, ça c'est aussi une piste qu'on suit ici à Meudon, c'est de se demander est-ce qu'il n'y a pas un ingrédient qu'on n'a pas pris en compte dans l'ajustement qu'on a fait là dans le papier de 2018. Dans le papier 2018, l'ajustement sur le sursaut est très très simple. On a considéré que le sursaut, c'était une bête sphère, essentiellement un point source qui émet du rayonnement et qui est le seul à émettre du rayonnement dans tout l'environnement de Sagittarius. Et ça, on sait que ce n'est pas du tout vrai. Sagittarius, il émet toujours un rayonnement quiescent. Il y a l'ensemble du flot d'accrétion entourant le trou noir qui émet du rayonnement et pas que le sursaut. Et donc, si on prend en compte la contribution du flot quiescent, du flot d'accrétion quiescent entourant le trou noir, et qu'on prend ça en compte dans l'astrométrie, et ben, ça va très légèrement changer le centre de l'orbite prédite pour le sursaut. Donc ça, c'est encore des développements en cours. Il y a une thèse qui va commencer
au bâtiment 5 à Meudon là, sur ces affaires-là. Donc, c'est une des voies possibles pour expliquer cette petite tension. Mais il n'y a pas d'incompatibilité. À l'heure actuelle, c'est compatible, mais il y a une petite tension, c'est clair. Ok, merci. Si j'ai le droit à une deuxième question. Oui, d'accord, vas-y. Il y a Olga qui attend aussi, mais vas-y, je t'en prie, Daniel, on a le temps. Donc là, tu as montré dans l'historique Einstein qui interprète donc l'avance du périhélie de Mercure. Et ensuite, donc, vous avez fait le même type de travail sur Sagittarius A. Mais alors, pourquoi c'est toujours le périhélie et non pas l'aphélie, et donc, et pour Sagittarius A, le périaste, qui est a priori beaucoup plus importante. Oui, absolument. Donc, il y a un effet de levier qui est L'apoaste, important pardon. sur la peau. Et Alors, il se trouve le que, déplacement est plus important. absolument. Donc, l'effet sur la peau centre, donc la partie de l'orbite la plus loin du trou noir sera clairement plus important parce qu'il y a juste un bras de levier Bah oui. Donc, très clairement, le passage à l'apo de S2 sera super important à suivre. Enfin, en fait, toute la trajectoire de S2 va être très important à suivre pour avoir une finesse de détection de plus en plus grande sur cet effet-là. Alors, il se trouve que Gravity est arrivé sur le ciel au moment du péri. Donc, on a regardé les choses au moment du péri et le prochain apo, c'était dans 8 ans. Donc, il faut quand même attendre. Mais effectivement, c'est un bon point parce que ce qu'on a montré ici, c'était la thèse de Marion Gould il y a 3-4 ans. C'est que si on veut détecter des effets très fins sur l'orbite de S2, des effets liés au spin, donc à la rotation du trou noir, là, il faut regarder à l'apo. Parce qu'au péri, le bras de levier est trop petit et on n'arrive pas à voir. Par contre, si on regarde très précisément ce qui se passe à l'apo, il n'est pas impossible qu'on arrive à commencer à avoir des effets liés à la rotation du trou noir. Clairement, ça, on va le regarder mais dans 8 ans. D'accord. Alors, justement, historiquement, pourquoi Mercure, c'est périhélie et pas l'aphélie? Tu sais ou pas, Bruce? Ah, alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Eric sait ça. C'est pas très important. Ouais. Merci beaucoup. Bravo encore. De rien. Olga, tu as une question? Oui, merci beaucoup Frédéric pour ce séminaire vraiment super intéressant et à tout le public, comme voilà, on est dans le sujet, c'est super intéressant. Voilà, mon question, c'est les processus physiques qui sont derrière les G. Est-ce qu'il y a des idées dessus dans votre communauté? Donc, tu veux dire les mécanismes qui permettent l'éjection du G dans M87? Ouais. Alors, donc ça, c'est un sujet de recherche super chaud à l'heure actuelle. À ma connaissance, personne ne sait comment un G est éjecté dans le détail au voisinage d'un trou noir. Donc, il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en avant, qui sont proposés. En particulier, il est très probable que l'énergie de rotation qui va être donné, qui est le moteur central pour lancer l'éjection de cette matière, elle est très probablement liée à la rotation du trou noir lui-même. Donc, c'est le modèle de Blandford-Znaiek qui propose que, essentiellement, l'énergie d'éjection de la matière, elle est prélevée sur l'énergie de rotation du trou noir. Donc ça, c'est un mécanisme possible. Donc, il y a énormément de groupes qui font des simulations de magnéto-hydrodynamique en relativité générale autour de trous noirs pour essayer de mettre en évidence ces effets. Donc, qui arrivent effectivement à éjecter de la matière autour des trous noirs. Mais les détails, disons, au niveau des principes fondamentaux de comment est-ce que ça marche, à ma connaissance, c'est un sujet de recherche ouvert. Parce qu'en fait, cette idée, ce que tu viens de mentionner, en première feeling, ça va amener l'injection en continu de quelque chose et pas des jets localisés. Ah oui, pardon. Alors effectivement, là, je suis en train de parler d'un jet continu. Et donc, au niveau de M87, il y a un jet continu. Au niveau de Sagittarius à étoile, c'est très contesté. Est-ce qu'il y a un jet? Est-ce qu'il n'y a pas de jet? Alors là, ça dépend des gens. Bref. Moi, je pensais que c'était sporadique. Je pensais que c'était sporadique. Donc, non, alors ce qui est sporadique, c'est les sursauts. Et ce qui serait possible, c'est que on imagine par exemple que autour de Sagittarius à étoile, il y a un jet quiescent qui est toujours là. Mais que de temps en temps, il y ait une surdensité plus chaude ou plus magnétisée ou que sais-je, qui soit arrachée au flot d'accrétion dans le plan équatorial du trou noir, qui arrive dans le jet et qui donne le sursaut. Mais il y a toujours le jet qui serait là en arrière-fond, si tu veux. Justement, je pensais au champ magnétique. Est-ce qu'elle ne peut pas faire des choses sporadiques comme ça, des reconnexions? Absolument, on peut tout à fait imaginer que la reconnexion magnétique ait un rôle tout à fait important. C'est un des modèles, si ce n'est le principal modèle qui
qui est mis en avant. Il y a des simulations, là, c'est vraiment des sujets de recherche des derniers mois, quoi, hein. Il y a quelques résultats qui commencent à tomber sur des simulations de ce type d'effet pour les flots d'accrétion entourant Sagittarius, mais c'est vraiment les premiers balbutiements. D'accord, génial. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Et juste en complément, je me permets de poser une question. Est-ce qu'il y a une raison de penser que les jets, les mécanismes qui produisent les jets des trous noirs sont différents de ceux qui produisent les autres jets stellaires ou galactiques? Parce que, il y a une particularité ou c'est un mécanisme général qu'on cherche? Alors ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait comparer les taux d'éjection de masse entre les deux parce qu'il faut quand même il faut y aller quoi, pour éjecter toute la matière aux vitesses où elles sont éjectées aux abords. Alors malheureusement, je ne connais pas du tout les jets, par exemple dans les environnements d'étoiles jeunes ou quoi, donc je ne peux pas faire facilement un parallèle entre les ordres de grandeur, mais j'aurais tendance à penser que les ordres de grandeur ne sont sûrement pas les mêmes en termes de vitesse d'éjection, en termes d'énergie de la matière éjectée, mais bon, là, il faudrait que je creuse un peu plus pour pouvoir te répondre plus précisément. Alors sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, moi j'en ai une autre, mais ce n'est pas la priorité. Bon, alors je la pose en attendant que d'autres éventuellement réfléchissent. Donc c'est juste une question naïve de compréhension. Quand tu as montré les images donc, Luminet, Marc, Riazuelo, donc il y a ce fin anneau de photon, et puis il y a, alors tu l'as bien expliqué dans l'image de Luminet, ce disque d'accrétion, hein, distordu qui donne une image aussi étendue. Dans l'image de Marc, j'imagine que le point étendu très brillant, c'est aussi le disque d'accrétion qui est là. Mais alors, dans l'image de Riazuelo, l'espèce d'anneau diffus brillant qui est au-delà de l'anneau de photon, en dessous, c'est quoi? Oui, alors donc ça effectivement, c'est une image, ce qu'on appelle une image secondaire de. Donc en gros, on a le plan de la Voie lactée là qui est ici. Donc ça c'est alors c'est quand même distordu, hein, ça devrait être plus ou moins droit. On voit que c'est quand même distordu par la présence du trou noir. Et en fait, il y a donc ce qu'on voit ici, c'est des photons qui vont plus ou moins tout droit depuis les étoiles du fond de ciel jusqu'à l'observateur. Et ce qu'on voit là, c'est des photons qui partent du même point, qui passent en dessous du trou noir, si tu veux, et qui reviennent vers toi par en dessous. Donc, c'est des images qui sont très… de la Voie lactée, en fait. C'est des images c'est une image secondaire donc, qui est soumise à des effets de lentillage, comme on appelle ça, très très fort, mais moins extrême quand même que l'anneau de photon, qui est lui l'endroit de l'image où les effets de lentillage sont les plus extrêmes. Et donc, ce qu'a vu le HT, où il y a ces effets-là. Et donc, ce que voit le HT, c'est l'anneau de photon. C'est pas. Alors ça, bon, voilà, ce que voit le HT, c'est ça. Est-ce que ce qu'il y a derrière, c'est forcément une contribution majeure de l'anneau de photon? Ça, il faut se lever tôt pour répondre à cette question parce que je serais assez étonné qu'on ne puisse pas imaginer un modèle de flot d'accrétion dans laquelle l'image primaire, c'est-à-dire l'image diffuse là, qu'il y a derrière mon anneau très, très bien résolu, cette image diffuse, on pourrait imaginer que pour une raison ou pour une autre, elle soit plus intense ou elle soit à peu près aussi intense que l'anneau de photon. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une superposition entre tout un tas d'images d'ordre différents. Donc, l'image due aux photons qui vont directement depuis la matière accrétée jusqu'à l'observateur, l'image des photons qui sont un petit peu déviés, l'image des photons qui sont très déviés, qui vont faire plusieurs tours. Tout ça va être mélangé donc pour arriver à discriminer, ou je ne sais pas quel est le terme correct, entre ces différents ordres d'images qui évidemment se superposent sur ton ciel. Il n'y a personne qui est là pour te dire ce pixel, c'est de l'image primaire et ce pixel, c'est de l'anneau de photon ou c'est de l'image d'ordre élevé. Ce travail-là, il est super difficile et je pense que tant qu'on a une image dont la résolution, aussi révolutionnaire qu'elle soit sur cette image, elle est fantastique cette image, mais n'empêche que voilà, elle est quand même beaucoup moins résolue que ce qu'il faudrait pour arriver à avoir des choses fines sur l'anneau. Tant qu'on n'aura pas mieux que ce type d'image, je pense qu'on aura du mal à dire de façon imparable ce qu'on voit, c'est l'anneau de photon du trou noir qui fait exactement telle taille angulaire à 1 microseconde d'angle près. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien en poser encore une directement liée justement à l'anneau de photon. Et tu n'as pas donné du tout disons sa valeur par rapport à l'horizon. C'est quoi? C'est 2 fois? C'est 10 fois? C'est quoi la taille? Alors, ce n'est pas directement comparable en fait parce que, bon,
ce que j'ai dit au tout début, là, que la taille de l'horizon des événements angulairement sur le ciel, donc j'ai fait 2 gm sur c carré, c'est le rayon de l'horizon, ça c'est clair. 2 gm sur c carré divisé par la distance, ça donne une taille angulaire que j'appelle la taille angulaire de l'horizon des événements. Ce n'est pas correct en fait de dire ça parce que cette chose-là n'est pas observable. Donc bon, ça te permet d'avoir un ordre de grandeur de la chose et quand tu fais l'ordre de grandeur de la chose, tu trouves 10 microsecondes d'angle. Maintenant, l'anneau de photon, ça c'est une structure qui est observable. Bon, modulo les petites remarques que je fais dans la partie d'après. Ça, c'est une structure qui est observable et le rayon de cette, disons plutôt le diamètre de cette structure, pour M87 et pour Sagittarius, c'est à peu près pareil, c'est de l'ordre de 50 microsecondes d'angle. Donc, c'est plus grand. C'est plus grand que mon 2GM sur DC carré. Mais c'est ça qui est observable. Donc, la vraie taille physique qui est importante à garder en tête, c'est 50 microsecondes d'angle. C'est ça, le truc détectable sur ton ciel, il fait 50 microsecondes d'angle. Il n'en fait pas 10. D'accord, ok. Mais c'est pas une valeur comme pour le rayon de l'horizon qui est exactement proportionnel le rayon est proportionnel à la masse, donc le fameux 3 km par masse solaire. Là, ce n'est pas directement proportionnel à la masse, c'est ça? Ce n'est pas une relation aussi ça va simple. quand même être mis à l'échelle par la masse. Hein. Si tu considères une masse un petit peu plus grande, tu vas avoir ton anneau qui va grossir un petit peu. Donc si, c'est directement relié à la masse du trou noir. Et c'est linéaire comme pour le rayon, comme pour l'horizon, pardon. Oui, exactement. Tout est proportionnel à la masse essentiellement dans une image relativiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que le papier de l'EHT qui présente cette image-là, ils en dérivent une contrainte sur la masse en disant, bah, là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'anneau de photon. Donc, ça me permet d'avoir une contrainte sur la masse. OK. Une dernière question? Alors moi, je me permets d'en poser une dernière, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Parce que je suis vraiment curieux. Dans la dernière partie de ton exposé, quand tu parles des tours d'ordre différents, en fait, effectués par les photons. Mais en fait, la notion de tour, c'est pour une origine des photons qui serait à un point donné. Mais il peut y avoir des fractions de tours qui sont effectuées. S'il y a de la matière qui émet tout autour du trou noir. Donc, est-ce qu'on n'a pas un continuum, en fait, d'orbite, finalement, avec des tours fractionnaires? Alors si, effectivement, ouais. En fait, tu vas avoir tout un continuum d'orbites possibles sur ton ciel qui va s'échelonner entre la première qui correspond au photon qui fait juste un demi-tour autour du trou noir, qui est le minimum syndical, et la dernière, là, la courbe critique, comme on l'appelle, qui est au contraire le photon qui fait un nombre infini de tours. Donc évidemment, lui, on n'observe jamais, hein, parce que comme il fait un nombre infini de tours, il reste là-bas pour toute son existence. Mais entre les deux, tu as effectivement tout un continuum de sous-anneaux qui vont s'échelonner entre les deux et qui correspondent à des nombres de tours de plus en plus grands autour du trou noir. Ouais. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Et traditionnellement, on met les micros en route pour pouvoir t'applaudir. Bon, merci beaucoup. On gère ça moyennement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir.